Un millionnaire solitaire n'avait pas touché une femme depuis 10 ans, jusqu'à voir sa nouvelle femme de ménage s'occuper de sa fille en fauteuil roulant. Il en est tombé follement amoureux. La lumière douce d'un matin brumeux glissait sur les vitres immenses de la demeure Arnaud, située à une vingtaine de kilomètres de Lyon, cachée entre les collines verdoyantes et les arbres centenaires. Une bâtisse austère, faite de pierres grises et de silence, où le temps semblait s'être figé depuis un événement qu'aucun des habitants ne nommait plus à voix haute. Victor Arnaud, autrefois l'un des entrepreneurs les plus respectés de Paris, vivait désormais reclus avec sa fille Camille, âgée de 12 ans, dans une routine réglée, froide, sans éclat. Il ne recevait plus personne, ne participait à aucun dîner, n'apparaissait dans aucune photo. Sa fortune, bâtie sur des chaînes hôtelières de luxe, continuait de croître, mais lui s'était lentement effacé du monde. Victor était qu'un homme d'élégance discrète, aux cheveux prématurément grisonnants, aux yeux d'un bleu sévère. Chaque jour, à 7 heures précises du matin, il descendait dans son bureau au rez-de-chaussée, lisait les journaux internationaux, puis passait des heures à examiner les rapports de gestion que ses assistants lui faisaient parvenir. Il ne souriait plus. Il ne parlait qu'en cas de nécessité. Depuis le jour de l'accident, un silence rigide s'était imposé dans la maison, et il s'en était fait le gardien. Camille, sa fille unique, passait la plupart de son temps dans la bibliothèque de l'étage supérieur, entourée de livres et de coussins. Un fauteuil roulant blanc l'accompagnait dans chaque pièce. Depuis la perte de sa mère et l'accident qui l'avait rendue paraplégique, elle n'avait plus marché, ni physiquement ni dans les élans de l'enfance. Ses grands yeux bruns, souvent posés sur les vitraux colorés de la fenêtre, exprimaient une mélancolie muette, une fatigue immense pour une âme si jeune. La gouvernante en poste avant son départ répétait que Camille ne pleurait jamais. Et c'était vrai, elle restait là, sans plainte, sans sourire, résignée. La maison fonctionnait comme une horloge. 2 femmes de ménage passaient 2 fois par semaine. Une cuisinière préparait les repas du soir, mais ne croisait jamais Victor. Tout était orchestré pour éviter le contact, comme si le monde extérieur portait une menace invisible. Le jardinier venait 1 fois par mois. Aucun rire d'enfant ne résonnait dans les couloirs, aucune musique, aucun tableau n'avait été accroché depuis 3 ans. Même les miroirs dans certaines pièces avaient été couverts. Victor aimait particulièrement s'asseoir dans le petit salon qui donnait sur la roseraie, un livre ouvert dans les mains, bien qu'il ne lise pas. Il fixait un point invisible, revivant en boucle le jour de l'accident. Il conduisait. Sa femme chantait, Camille riait. Puis les freins, le crissement, le choc. Il avait survécu, sa fille aussi. Pas la femme qu'il aimait. Il s'était condamné depuis à une pénitence silencieuse, convaincu qu'il ne méritait plus la paix. Les rares échanges entre père et fille étaient pratiques, presque mécaniques. « Tu veux autre chose à manger ?»« Non, merci. »« Tu veux que je t'apporte un autre livre ?»« Je vais chercher moi-même. » Même leur regard évitait de se croiser trop longtemps. Une distance feutrée mais tenace les séparait comme une muraille invisible. Un matin d'automne, alors que les feuilles rousses commençaient à s'amonceler sur l'allée en gravier, Victor se leva plus tôt que d'habitude. Quelque chose dans l'air semblait avoir changé, un détail infime, presque imperceptible. Il parcourut les couloirs, ouvrit doucement la porte de la chambre de Camille, mais elle dormait encore. Il s'arrêta dans le vestibule et observa la poussière en suspension dans la lumière matinale. Il eut un frisson, non de froid mais d'intuition. Une chose, un élément extérieur, allait bientôt rompre le cycle figé dans lequel il vivait. Il ne savait pas que, ce jour-là, une nouvelle employée allait franchir le seuil de sa maison. Mais pour l'heure, tout restait encore figé dans l'attente. Le silence régnait. Et Victor, immobile comme une statue, continuait à croire que c'était la seule façon de survivre. Le portail en fer forgé s'ouvrit lentement dans un grincement long et métallique, tandis qu'une petite voiture usée roulait prudemment sur l'allée bordée de chênes. Solène Dubois, 26 ans, tenait le volant avec fermeté. Ses mains étaient encore rougies par le froid du matin, et son regard oscillait entre la curiosité et une certaine appréhension. Elle n'avait jamais vu une propriété aussi grande, aussi intimidante. Issue d'un quartier modeste de Saint-Brieuc en Bretagne, elle n'avait connu que des maisons pleines de rires, de désordre, de chaleur humaine. Rien ne l'avait préparée à ce silence-là, presque solennel, qui enveloppait la demeure Arnaud. Elle descendit de la voiture avec un petit sac à la main et une chemise contenant ses papiers.
Une femme d'âge mûr, au visage strict, l'attendait près de l'entrée. Elle se présenta comme Madame Beaulieu, l'intendante temporaire chargée d'introduire Solène à ses fonctions. « Monsieur Arnaud n'aime pas qu'on parle trop fort, dit-elle d'emblée. Il aime la discrétion, l'efficacité et surtout la ponctualité. » Solène acquiesça sans un mot. Elle n'avait pas peur du travail. Elle en avait connu de bien plus rudes. Ce qu'elle craignait, c'était cette atmosphère figée, cette impression d'entrer dans un lieu abandonné par la vie. Madame Beaulieu lui montra les espaces à entretenir, les salons, les escaliers, les corridors, les vitres immenses du jardin d'hiver. Elle expliqua les horaires de nettoyage, les pièces interdites, les habitudes du maître des lieux. Solène notait tout mentalement, concentrée. Jusqu'au moment où, en haut de l'escalier, une voix douce s'éleva derrière une porte entr'ouverte. « Tu es nouvelle ?» Camille. La voix n'avait rien d'autoritaire, seulement une curiosité calme, presque timide. Solène se tourna, vit la jeune fille dans son fauteuil roulant, et sans réfléchir lui sourit comme elle le faisait toujours avec les enfants. « Oui, je m'appelle Solène. Et toi, tu es Camille, c'est ça ?» La fillette hocha la tête, légèrement surprise par la spontanéité de la réponse. Solène s'approcha doucement, posa son sac au sol. « Tu veux que je t'aide à choisir ? Des livres ?» demanda-t-elle, voyant la pile sur les genoux de l'enfant. Camille hésita un instant puis inclina la tête. « Pourquoi pas ?» Depuis une alcôve du couloir, Victor observait, immobile. Il ne s'était pas annoncé. Il n'avait même pas informé Camille de l'arrivée de la nouvelle employée. Il voulait voir comment cette jeune femme réagirait sans être sous pression. Et ce qu'il vit le laissa interdit. Solène ne cherchait pas à plaire. Elle ne forçait rien. Elle parlait simplement, avec franchise, comme si elle n'était pas dans une des maisons les plus austères de la région. Elle installa les livres sur une table basse, s'assit sur un coussin, les jambes croisées. « Tu aimes les histoires de quoi ?» demanda-t-elle. « D'amitié et de voyage, mais surtout, les fins où les gens se retrouvent. » Solène hocha la tête, un sourire sincère sur les lèvres. « Moi aussi, ça fait du bien de croire qu'on peut toujours se retrouver, même quand on s'est perdu. » Victor se retira sans bruit. Il n'aimait pas être vu dans ces moments-là. Pourtant, il resta longtemps dans son bureau ce matin-là, incapable de se concentrer sur ses dossiers. La voix de Solène lui restait en tête, claire et vivante, comme une fenêtre ouverte. Le soir venu, alors qu'il dînait seul comme à son habitude, il entendit quelque chose qu'il n'avait pas perçu depuis longtemps, une chanson, douce, faible, un air populaire breton, chanté avec tendresse depuis l'étage. Il se leva, en silence, monta sans bruit les marches et écouta à travers la porte entr'ouverte de la chambre de Camille. Solène rangeait les coussins, et Camille riait, la tête penchée en arrière, ses mains sur les accoudoirs. Victor recula. Il n'était pas prêt pour cela, pas prêt pour le rire, pour la musique, pour la douceur. Il redescendit, le cœur lourd, la gorge nouée. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis 3 ans, Camille demanda un dessert, un détail. Mais pour Victor, ce fut un choc. Dans sa chambre, Solène écrivait quelques lignes dans son carnet, une habitude qu'elle avait gardée de son frère disparu. Elle notait ce qu'elle ressentait, ce qu'elle observait. Elle écrivit « Cette maison est pleine de silence, mais la petite a des étoiles dans les yeux. Peut-être qu'il suffit d'un peu de lumière. » Et sans le savoir, elle venait d'allumer la première. Le lendemain, un vent frais soufflait sur les collines autour de la propriété Arnaud. Le ciel était d'un gris uniforme, et les arbres dénudés semblaient garder le silence, eux aussi. Dans sa chambre, Camille attendait Solène. La jeune femme avait dit qu'elle viendrait après avoir nettoyé les escaliers, et l'enfant, contre toute habitude, regardait l'horloge avec une certaine impatience. Depuis longtemps, personne n'avait éveillé chez elle ce genre d'attente, une présence qui ne soit ni autoritaire, ni distante, ni remplie de compassion forcée. Solène n'exagérait rien. Elle était simplement là, entière, et cela suffisait. Lorsque Solène frappa doucement à la porte, Camille fit un geste de la main déjà souriante. « Tu sais, dit-elle en guise de bonjour, tu chantes faux, mais j'aime bien. » Solène rit. Elle entra avec un balai à la main qu'elle posa près de la bibliothèque. « C'est un talent rare, répondit-elle. Chanter faux sans que ce soit insupportable. » Camille rit à son tour. Un son léger, fragile,
qui s'échappa de ses lèvres comme une note d'espoir. Depuis l'accident, elle avait peu parlé, peu souri, et encore moins ri. Ce moment, Solène le sentit immédiatement. Elle s'arrêta, la regarda avec tendresse, sans dire un mot de plus. Elle comprenait que certains gestes simples valent plus que toutes les thérapies du monde. Pendant ce temps, Victor lisait son courrier dans le salon principal. Il tenait une lettre d'un de ses anciens associés qui lui proposait de revenir à Paris pour une série de réunions stratégiques. Il repoussa la feuille sur la table, incapable de se concentrer. Depuis la veille, quelque chose le perturbait, la voix chantante de Solène, le rire de Camille, ce détail insensé qui ne devait pas le toucher autant. Il se leva, marcha lentement vers l'escalier, puis s'arrêta en bas, écoutant. Camille parlait. Elle racontait à Solène une anecdote de son ancienne école, une histoire d'enfant et de ballon. Victor sentit son cœur se serrer. Il connaissait cette version d'elle, celle d'avant l'accident. Il l'avait crue perdue à jamais. Plus tard, Camille demanda à Solène si elle pouvait lui apprendre une chanson bretonne. Elles passèrent l'après-midi à essayer de retenir les paroles. Solène frappait doucement le rythme sur la table et Camille tapait avec ses doigts sur les accoudoirs du fauteuil. À plusieurs reprises, elles éclatèrent de rire. Victor monta en silence, ouvrit très légèrement la porte et observa. Il ne fut pas vu. Il resta là plusieurs minutes, les yeux brillants, le visage fermé. Il voulait intervenir, dire quelque chose, mais il n'en avait pas la force. Ce soir-là, Camille demanda à son père de venir dîner avec elle. Une requête simple qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. Victor hésita, regarda sa montre, puis accepta d'un simple hochement de tête. Il s'assit à la table, de la salle à manger en face de sa fille. Le silence régna d'abord, puis lentement Camille parla. « Tu sais, papa, Solène m'a dit qu'on pouvait guérir autrement. Pas forcément marcher, mais être bien quand même. » Victor baissa les yeux vers son assiette. La phrase lui faisait mal. Il ne s'y résignait pas. Pour lui, la guérison devait être totale, physique. Mais il n'avait jamais pensé à l'âme. Peut-être parce qu'il avait enterré la sienne avec sa femme. Elle chante aussi, continua Camille, même si elle chante faux. Victor esquissa un sourire, un vrai, discret, mais sincère. Camille le vit. Et ce simple mouvement fit naître quelque chose de nouveau en elle. Le lendemain, dans le grand couloir, Camille roula jusqu'à Solène et lui tendit un dessin. Une feuille blanche où l'on voyait 3 personnages stylisés, dessinés au feutre. Une femme aux cheveux longs, une petite fille en fauteuil et un homme en costume. Ils étaient sous un arbre, avec un soleil immense au-dessus d'eux. Solène prit la feuille, émue. « C'est nous ?» demanda-t-elle doucement. Camille hocha la tête, puis dit, les yeux fixés sur elle, « C'est ce que j'aimerais. » Solène garda le silence. Son cœur battait plus vite. Elle sentit une chaleur étrange l'envahir. Ce n'était pas de la pitié, ni un simple attachement professionnel. C'était autre chose. Elle ne voulait pas se l'avouer, pas encore. Mais quelque chose naissait là, dans cette maison muette. Quelque chose de vivant. Dans la soirée, Victor entra discrètement dans la chambre de Camille. Il regarda le dessin posé sur la table de nuit. Il s'en approcha, le prit entre ses mains, le contempla longuement. « Tu l'as fait toi-même ?»« Oui. »« C'est beau. » Camille ne répondit pas. Elle savait que ce simple mot, prononcé par son père, valait plus que de longues déclarations. Victor retourna dans son bureau. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, ferma les yeux et resta là longtemps. Il pensa à Solène, il pensa à sa fille, et, pour la première fois depuis l'accident, il se demanda si peut-être quelque chose en lui pouvait encore bouger. Le ciel de fin d'après-midi s'assombrissait lentement sur la campagne lyonnaise. Des nuages lourds s'accumulaient au-dessus de la demeure Arnaud, et une pluie fine commença à tomber, dessinant des traînées pâles sur les vitres immenses du salon principal. Victor se tenait devant la cheminée éteinte, un verre de vin, rouge à la main, les traits tirés par une journée de travail qu'il n'avait guère su mener à bien. Depuis plusieurs jours, ses pensées s'égaraient constamment vers des scènes simples. Camille qui riait, Solène qui chantait, le dessin posé sur la table de nuit. Des détails qui, autrefois, n'auraient pas eu de poids dans son monde rigide et pragmatique. Désormais, il le hantait. Il resta là un long moment, observant les flammes invisibles de son passé. Puis, dans un élan soudain, il prit une décision. Il appela Madame Beaulieu et lui demanda de prévenir Solène qu'elle était conviée à dîner dans la salle principale ce soir même.
L'intendante leva un sourcil discret, surprise, mais obéit sans commentaire. Victor n'avait jamais invité un employé à sa table. Jamais. Solène, elle, fut saisie d'un mélange de stupeur et d'hésitation. Elle regarda ses vêtements, un jean simple, un pull sombre, et se demanda si elle devait changer, se recoiffer, paraître plus formelle. Finalement, elle ne fit rien de tout cela. Elle n'était pas là pour jouer un rôle, et elle ne savait même pas pourquoi il l'invitait. À 19 heures précises, elle entra dans la salle à manger où Victor et Camille étaient déjà installés. La pièce, d'ordinaire plongée dans une lumière pâle, était éclairée par un lustre ancien et plusieurs bougies. Une nappe blanche couvrait la grande table, et les assiettes de porcelaine fine avaient été sorties pour l'occasion. Camille souriait discrètement, les mains posées sur ses genoux. Victor, en revanche, paraissait tendu, presque figé. « Merci d'avoir accepté, » dit-il en se levant légèrement. « Je pensais que ce serait agréable de dîner tous ensemble. » Solène hocha la tête et prit place. Le silence qui suivit fut lourd, pesant. Camille tenta une ouverture. « Solène, tu peux raconter à papa l'histoire du cochon et du tracteur. » Victor leva un sourcil intrigué. Solène sourit, reconnaissante envers la fillette. « C'est une histoire de mon village, » expliqua-t-elle. « Mon père avait un cochon nommé Maurice qui détestait le bruit du tracteur. Un jour, il a réussi à grimper dans la remorque et à semer le chaos dans le champ de pommes de terre. Mon père a couru derrière lui en criant et ma mère riait tellement qu'elle n'a pas pu filmer la scène. » Camille éclata de rire et Victor, contre toute attente, sourit lui aussi, même si timidement. Il regarda Solène avec plus d'attention. Elle parlait avec les mains, ses yeux pétillaient, et son accent chantant portait encore les échos de la Bretagne. « Et vous avez grandi là-bas » demanda-t-il, plus par politesse que par curiosité. « Oui, près de Saint-Brieuc. Une maison, avec un grand jardin et une cuisine, où on se battait pour lécher la cuillère du gâteau. Vous n'avez pas d'accent fort, beaucoup de Bretons en ont. Ma mère était parisienne. Elle disait toujours qu'il fallait parler comme à la télé pour avoir du travail ailleurs. Alors j'ai appris. » Victor hocha la tête. Il ne savait pas quoi répondre. Il n'avait pas prévu que Solène lui parlerait ainsi, sans distance, sans cette retenue à laquelle il était habitué. Le repas continua, ponctué de quelques anecdotes que Camille réclamait avec insistance. Solène parlait de ses cousins bruyants, des courses de vélo sur la côte, des étés passés à ramasser des coquillages. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle racontait avec simplicité, comme on partage une tranche de pain. À un moment, Victor posa sa fourchette et demanda, presque malgré lui, « Pourquoi avoir accepté ce travail ? Ce n'est pas très habituel ici. » Solène le regarda dans les yeux sans détour. « J'avais besoin d'un emploi, et j'ai besoin d'histoire. Partout où je vais, j'en trouve. Ici, j'en ai senti une, et je voulais voir si elle pouvait encore être écrite. » Le silence tomba à nouveau, mais cette fois, il n'était pas pesant. Il était chargé de sens. Camille murmura « Je crois qu'elle a déjà commencé l'histoire. » Victor se leva sans un mot et alla vers la fenêtre. La pluie avait cessé. Il vit son reflet flou dans la vitre et derrière lui deux visages, celui de sa fille, qu'il redécouvrait, et celui d'une femme qui n'avait rien demandé, mais qui, par sa seule présence, remuait ce qu'il croyait mort. Ce soir-là, Victor ne dormit pas. Il resta des heures dans la bibliothèque, relisant de vieux albums photos, effleurant des souvenirs qu'il avait volontairement enfouis. Il pensait à Solène, à son rire, à sa franchise, et pour la première fois, il ne pensa pas à sa femme, comme à une absence, mais comme à une époque révolue, belle et tragique, mais passée. Il ne savait pas ce que cela signifiait encore, mais une fissure venait de s'ouvrir dans le mur qu'il avait construit autour de lui. Les jours suivants furent marqués par une transformation subtile, mais perceptible dans la demeure Arnaud. Camille, plus éveillée, passait davantage de temps hors de sa chambre, roulant lentement dans les couloirs, s'arrêtant parfois dans la cuisine pour poser une question ou dans le salon pour écouter un disque ancien. Solène, toujours discrète, mais présente, poursuivait son travail avec le même soin, entretenant les pièces silencieuses, avec une tendresse rare. Victor, de son côté, observait sans intervenir. Il notait chaque changement, chaque sourire de sa fille, chaque inflexion dans la voix de Solène, comme s'il voulait les consigner mentalement, les figer pour ne pas les perdre. Un après-midi, alors que Camille lisait un recueil de contes, dans la bibliothèque, Solène entra avec un plateau de thé et quelques sablés faits maison.
Elle s'installa près d'elle, s'adossant à un coussin contre la fenêtre. Le silence entre elles était confortable, complice. « Tu as toujours vécu en ville ?» demanda Camille en trempant un biscuit. « Non. J'ai grandi à la campagne, en Bretagne, mais j'ai dû partir après la mort de mon frère. » Camille releva la tête, intriguée. Il était plus jeune. Non, plus âgé. Julien. Il avait 28 ans. Il était mon modèle. Le ton de Solène était posé, sans amertume. Camille ne répondit pas. Elle savait que certaines douleurs demandaient juste une écoute silencieuse. Solène reprit après un instant. « Il est mort à l'hôpital. Ils ont attendu trop longtemps pour l'opérer. Une erreur. Une attente de trop. Les médecins ont parlé de complications, mais ma mère a toujours su que c'était une négligence. » Camille baissa les yeux sur sa tasse. « Tu penses à lui. Souvent ? Tous les jours. Mais ce n'est plus pareil. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à parler de lui. Maintenant, j'ai compris que raconter son histoire, c'est le garder vivant. » Victor, depuis le palier de l'étage, avait entendu la conversation sans le vouloir. La voix de Solène avait attiré son attention. À l'instant où elle évoqua la mort de son frère, un frisson glacé remonta le long de sa nuque. Il se détourna brusquement, comme frappé en pleine poitrine. Il descendit les escaliers à grandes enjambées, traversa le couloir et se réfugia dans son bureau. Là, il verrouilla la porte, s'effondra dans le fauteuil, la tête entre les mains. Ce souvenir qu'il s'efforçait de fuir venait de le rattraper. Il revoyait la pluie sur le pare-brise, les rires qui s'étaient soudain tus, le fracas métallique, l'odeur de l'essence. Puis le visage de Camille, pâle, inconsciente, et celui de sa femme, inerte. Il se revoyait dans la salle d'attente de l'hôpital, hurlant contre les infirmiers, exigeant des réponses, implorant un médecin qu'il ne connaissait pas. Et cette phrase, qu'il n'avait jamais oubliée, si l'intervention avait été faite plus tôt, peut-être, un mot qui l'avait hanté pendant des mois. La voix de Solène, ce jour-là, réveilla ce même gouffre, cette même sensation d'impuissance et de rage contenue. Il savait ce qu'elle ressentait. Il savait ce que cela signifiait de vivre avec la certitude que quelqu'un aurait pu sauver l'être aimé. Il savait aussi à quel point cette colère pouvait ronger tout ce qu'elle touchait. Camille, de son côté, ne dit rien à son père ce soir-là, mais elle sentit la tension revenir. Elle entendit la porte du bureau se fermer à clé, ce bruit sec et froid qui appartenait aux jours les plus sombres. Solène, elle, remarqua l'absence soudaine de Victor. Et bien qu'elle n'en fit aucune remarque, elle comprit qu'elle avait touché une corde sensible. Le lendemain matin, Solène trouva sur le plan de travail de la cuisine une note manuscrite, brève, écrite d'une main ferme. « Merci d'éviter les sujets personnels avec Camille à l'avenir. V. Arnaud. » Elle relut la phrase 2 fois, puis la plia soigneusement, sans émotion. Elle ne s'attendait pas à autre chose. Mais quelque chose en elle, une fierté silencieuse, refusa d'obéir. Plus tard, en nettoyant la verrière, elle croisa Victor dans le couloir. Ils se saluèrent poliment, mais rien de plus. Le regard de Victor était redevenu distant, fermé, comme s'il avait remis son masque. Camille, cependant, n'était pas dupe. Elle sentit que son père avait peur, non pas de Solène, mais de ce qu'elle représentait. Un miroir tendu vers une douleur qu'il refusait encore d'affronter. Dans la soirée, Camille demanda à Solène « Tu vas partir. Pourquoi tu dis ça ?»« Parce que papa recommence à être froid. » Solène s'agenouilla devant elle, prit ses mains dans les siennes. « Je suis venu pour travailler, mais je reste parce que j'ai envie d'être ici. Et tant que tu veux que je resterai. » Camille la regarda longuement. Puis, comme pour sceller un pacte invisible, elle hocha la tête avec gravité. Ce soir-là, Victor resta des heures dans le jardin, debout sous la pluie fine, le regard tourné vers les étoiles invisibles. Il ne savait pas s'il devait repousser Solène ou lui parler. Il ne savait même plus ce qu'il ressentait vraiment. Mais une chose était claire. Elle avait réveillé quelque chose qu'il croyait mort, et il n'avait aucune idée de ce qu'il devait en faire. Un vendredi de fin d'automne, alors que la lumière dorée du matin peinait à percer la brume, épaisse autour de la demeure, une voiture élégante franchit le portail d'entrée. Le moteur ronronnait doucement, alors qu'il s'arrêtait devant le perron. De la portière sortit une femme d'une quarantaine d'années, aux traits fins et à l'allure impeccable. Élodie Marchand, la sœur de la défunte épouse de Victor, n'avait plus mis les pieds dans cette maison depuis l'enterrement. Et pourtant, ce jour-là, sans prévenir, elle avait décidé de venir.
Victor, alerté par la gouvernante, descendit dans le hall. Il la vit, figée comme une statue au pied de l'escalier, son sac en cuir pendu à l'épaule, les yeux balayant les murs avec un mélange de tristesse et de mépris à peine dissimulé. « Élodie !» dit-il simplement. « Victor, je ne pensais pas que tu viendrais toi-même. Tu n'as pas prévenu. Tu m'aurais refusé l'entrée ?» Il ne répondit pas. Il se contenta de faire un signe vers le petit salon. Elle y entra sans attendre son autorisation. Camille, qui avait entendu des voix inhabituelles, roula jusqu'au seuil du couloir. Solène, debout derrière elle, la regarda avec curiosité. « C'est la tante Élodie » chuchota Camille. « Elle ne m'aime pas trop, je crois. »« Pourquoi ? Tu dis ça ? Elle ne me regarde jamais quand elle me parle. » Dans le salon, la tension était palpable. Élodie croisa les jambes, observa la pièce, puis fixa Victor avec un regard perçant. « Tu as engagé une fille, une jeune, jolie, qui vient de nulle part, et tu l'as laissée s'approcher de Camille. Elle est compétente, et Camille l'aime bien. Camille s'attache vite, tu le sais, tu confonds attachement et confiance. Qu'est-ce que tu veux, Élodie ?» Elle se redressa légèrement, planta ses yeux dans les siens. « Je veux que tu sois prudent. Tu es vulnérable. Tu ne veux pas l'admettre, mais je te connais. Depuis que Claire est morte, tu vis dans un monde fermé. Et maintenant, tu ouvres une porte sans même savoir ce qu'il y a derrière. » Victor se leva brusquement. « Tu n'as aucune idée de ce que je vis ici. Peut-être, mais j'ai encore assez de bon sens pour voir ce que toi, tu refuses de regarder. » Elle se leva à son tour, remit son manteau, puis ajouta avant de partir, « Ne laisse pas quelqu'un jouer avec ce qu'il reste de toi. » Puis elle s'en alla, sans demander à voir Camille, sans saluer. Dans le couloir, Camille avait tout entendu. Elle ne dit rien. Elle se contenta de rouler jusqu'à la bibliothèque, s'isolant dans un silence têtu. Solène s'approcha doucement, posa une main sur son épaule. « Ça va ? Elle croit que tu n'es pas bien pour nous. » Solène soupira. Elle s'y attendait, mais l'entendre de la bouche de Camille était plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. « Et toi, tu le crois ?» Camille la regarda droit dans les yeux. « Non. » Plus tard, Victor rejoignit Solène dans la cuisine. Il paraissait épuisé. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, observa la scène. Solène, qui nettoyait calmement, les gestes précis, concentrés. « Elle n'avait pas le droit de venir comme ça, dit-il finalement. » Solène se retourna. « Elle vous a bouleversé. Elle m'a rappelé ce que je ne veux plus affronter, que le monde jugera toujours ce qu'il ne comprend pas. Et que voulez-vous, vous ?» Il hésita, puis répondit d'une voix rauque, « Je veux que Camille continue à sourire. » Solène se rapprocha de lui, mais garda une distance prudente. Elle voyait les fissures, mais aussi les défenses. Il n'était pas prêt, pas encore. Alors laissez-la choisir à qui elle fait confiance. Elle est plus forte que vous ne croyez. Victor hocha la tête. Il ne répondit pas. Le soir, Camille demanda à Solène de rester un peu plus longtemps dans sa chambre. Elles écoutèrent de la musique en silence. Camille finit par s'endormir sur son oreiller, un demi-sourire aux lèvres. Solène la regarda un instant, puis sortit sans bruit. Victor l'attendait dans le couloir. « Vous savez, dit-il sans préambule, Claire vous aurait aimé. » Solène resta figée. C'était la première fois qu'il prononçait le prénom de sa femme devant elle. « Pourquoi ? Parce que vous ne cherchez pas à nous réparer. Vous êtes juste là. » Puis il s'éloigna sans attendre de réponse. Solène resta un long moment devant la porte fermée, la gorge nouée. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait ici, exactement. Elle ne savait plus si elle devait partir ou rester. Mais ce qu'elle savait, c'est que quelque chose avait changé dans le regard de Victor, et que, malgré les avertissements, elle n'arrivait plus à faire marche arrière. Le vent d'hiver soufflait fort ce matin-là, secouant les volets de la demeure Arnaud et balayant les dernières feuilles mortes du jardin. La nuit avait été agitée. Camille avait fait un cauchemar. Victor avait veillé en silence sur elle. Et Solène s'était levée plus tôt que d'habitude pour réchauffer la maison, allumant le feu dans la cheminée du petit salon. L'ambiance restait tendue depuis la visite d'Élodie, même si personne n'en parlait à haute voix. Victor passait de plus en plus de temps dans la bibliothèque. Il y retrouvait des bribes de lui-même, des souvenirs de Claire, des histoires qu'il lisait à Camille. Mais aujourd'hui, c'était Solène qui occupait son esprit. Il pensait à sa voix, à sa façon de parler avec Camille, à ses gestes simples mais chargés de sens. Il se revoyait dans la cuisine,
se souvenait de ces mots. Laissez-la choisir à qui elle fait confiance. Depuis ce jour, Victor se surprenait à vouloir parler, non pas pour diriger, mais pour partager. Il ne savait plus comment faire, mais il avait envie d'essayer. Il décida alors de la rejoindre dans le jardin où elle étendait le linge malgré le froid mordant. « Vous avez choisi le jour le plus glacial de la saison », lança-t-il en approchant. Solène se retourna, surprise de l'entendre plaisanter. « Je préfère le froid sec à l'humidité, et puis ça fait circuler le sang. Vous êtes la seule personne que je connaisse capable de dire ça avec le sourire. » Elle haussa les épaules. « J'ai appris à faire avec ce qu'on me donne. Le froid, les silences, les absences. Ce sont juste des formes différentes, de présence. » Il resta silencieux un instant, les mains dans les poches. « Je n'ai jamais vraiment su parler aux autres. À Claire, peut-être, mais même avec elle, je gardais toujours une distance. Et avec Camille, j'ai l'impression d'avoir échoué. Elle mérite mieux qu'un père qui vit enfermé. » Solène le regarda longuement. « Elle mérite un père qui essaie, et vous essayez, même si vous ne vous en rendez pas compte. » Victor détourna les yeux vers les arbres. Le vent faisait frissonner les branches nues. « J'ai peur, Solène. Peur que tout cela ne soit qu'un mirage, une illusion née du manque. J'ai peur de me tromper. Encore. » Solène posa le dernier, drap sur le fil et s'essuya les mains. « Alors dites-le lui, à Camille, et dites-le moi aussi si vous en avez besoin. Mais ne fuyez pas cette fois. » Il la regarda, sans défense, puis hocha lentement la tête. Le choix était là, devant lui. Il pouvait continuer à vivre dans sa forteresse ou bien s'autoriser à ouvrir une porte. Une seule. Le soir, après avoir couché Camille, Victor frappa à la porte de la petite chambre de Solène. Elle ouvrit sans se presser, surprise de le voir là, les épaules un peu voûtées, comme un homme qui vient sans certitude. « Vous avez un moment ?» demanda-t-il. Elle le fit entrer. La pièce était modeste, chaleureuse. Une petite lampe diffusait une lumière douce. Un livre était ouvert sur le lit. « Je ne vais pas tourner autour, dit-il en s'asseyant. Je voulais juste parler de moi, de Claire, de Camille, de vous. » Solène resta debout un moment, puis s'assit sur la chaise en face de lui. « Je vous écoute. » Il respira profondément. « J'ai conduit cette voiture, j'ai pris cette route. J'étais pressé, fatigué. Claire me disait de ralentir. Camille chantait. Puis, c'est arrivé. Je me suis réveillé coincé entre deux portières, le bras cassé. J'ai vu Claire. J'ai su tout de suite. Et j'ai su aussi que je ne me pardonnerai jamais. » Il s'interrompit, la voix brisée. « Et depuis ce jour, j'ai tout figé. Parce que bouger, c'était trahir. Vivre, c'était oublier. » Solène l'écoutait sans un mot, les mains posées sur ses genoux. « Mais depuis que vous êtes là, je vois Camille revivre. Je vous entends rire. Et je ressens quelque chose que je croyais perdu. » Il se leva, mal à l'aise, puis se tourna vers elle. « Je ne sais pas ce que c'est, ce que je ressens, mais je sais que ce n'est pas une illusion. Et je ne veux pas fuir ça. » Solène, émue, baissa les yeux. « Je ne suis pas comme vous, Victor. Je viens d'un monde où l'on compte chaque centime, où les silences ne sont pas élégants, mais brutaux. Je ne sais pas si je peux faire partie de votre vie, pas comme ça. Je ne vous demande rien, pas encore. Je veux juste que vous sachiez. » Un silence s'installa. Puis Solène se leva, s'approcha, posa une main sur le bras de Victor. « Merci de me l'avoir dit. C'est déjà beaucoup. » Il hocha la tête, puis sortit sans autre mot. Ce soir-là, Solène resta longtemps à regarder par la fenêtre, son cœur battant plus fort que d'habitude. Elle savait que quelque chose avait changé et que désormais, rien ne pourrait redevenir comme avant. Le givre recouvrait les pelouses de la propriété Arnaud, dessinant des arabesques blanches sur les vitres et les branches dénudées. Ce matin-là, Camille était étrangement enjouée. Elle avait demandé à sortir dans le jardin, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des semaines. Solène, malgré le froid mordant, accepta sans hésiter. Elle enfila un manteau épais, aida Camille à enfiler une écharpe et des gants, puis elles sortirent dans l'air glacial, leur souffle dessinant des nuées dans l'atmosphère figée. Victor, depuis le bureau, les vit passer par la fenêtre. Il s'attarda à les observer. Camille riait de quelque chose que Solène avait dit, et cette image s'imprima dans son esprit avec une netteté douloureuse. Il se leva, incapable de rester assis, et les rejoignit à pas lents dans le jardin.
Le sol était légèrement verglacé et la terre, dure sous les feuilles mortes. Camille observait les oiseaux qui picoraient sous les haies, racontant à Solène les noms qu'elle leur avait donnés. Celui-là, c'était Edgar, l'autre Béatrice. Solène riait doucement, marchant à ses côtés. « Un jour, dit Camille, j'aimerais qu'on pique-nique ici, même s'il fait froid. »« Tu sais, répondit Solène, le froid ne dérange pas tant quand on est bien entouré. » Camille hocha la tête. Victor s'approcha, posa une main légère sur l'épaule de sa fille. « Et si on plantait des fleurs au printemps ?» demanda-t-il. Camille le regarda, étonnée. Ce n'était pas une idée habituelle chez lui. Solène, elle, sentit que c'était plus qu'une proposition. C'était une promesse. Mais alors qu'ils atteignaient une petite allée pavée menant à la serre, Solène glissa brutalement sur une plaque de givre. Le choc fut sec, son cri bref. Elle s'effondra au sol, tenant immédiatement sa jambe. Victor réagit avant même de penser. Il courut vers elle, s'agenouilla malgré le froid mordant du sol. Camille, figée, appelait son nom. « Solène, Solène, tu vas bien ?» La jeune femme serrait les dents, incapable de parler. Victor tenta de la relever, mais elle grimaça de douleur. « Ne bougez pas, je vais chercher de l'aide. » Mais elle l'attrapa par le poignet, haletante. « Pas la jambe droite, je crois que c'est cassé. » Victor appela la gouvernante à plein poumon. En quelques minutes, une voiture fut préparée. Il porta Solène jusqu'au véhicule, l'installa aussi délicatement que possible, ses bras tremblants plus de peur que de froid. Camille, restée à la fenêtre, observait la scène avec les larmes aux yeux. À l'hôpital, les minutes furent longues. Victor marchait de long en large, les mains jointes, incapable de rester immobile. Il avait rarement connu une telle angoisse. Lorsqu'un médecin finit par sortir, il l'interrogea aussitôt. « Fracture nette. Il faudra du repos, une attelle et quelques semaines de soins. Elle a eu de la chance. » Victor entra dans la chambre où Solène reposait, pâle, mais lucide. Elle esquissa un sourire en le voyant. « Vous voilà inquiet. Je vais devoir m'habituer. » Il s'assit près d'elle. « Vous m'avez fait peur. Je vais survivre. Ce n'est qu'un os. Ce n'est pas ça. Ce que j'ai ressenti, ça m'a dépassé. » Elle le fixa sans un mot. « J'ai compris que je n'étais pas simplement reconnaissant. J'ai eu peur de vous perdre. C'est autre chose. Quelque chose de plus fort. » Elle détourna le regard. « Victor, je ne vous demande rien. Je veux juste être honnête. Je ne veux plus mentir, ni à vous ni à moi-même. » Elle ferma les yeux, prit une longue inspiration. « Je ne suis pas prête. Je ne veux pas confondre ce que je ressens avec une sorte de dette affective. Camille, vous, cette maison, c'est beaucoup. Trop, peut-être. Je comprends. » Il se leva, lissa les plis de sa veste. « Mais je ne partirai pas, je ne reculerai plus. » Il sortit, laissant Solène seule dans la pièce silencieuse. Elle regarda le plafond, les larmes aux yeux. Elle sentait quelque chose naître en elle, une tendresse qu'elle n'osait nommer, mais aussi une peur immense. Elle avait trop perdu, trop lutté pour ne pas trembler à l'idée d'aimer de nouveau. À la maison, Camille attendait le retour de son père. Quand il entra, elle se précipita vers lui. « Elle va bien ?»« Oui, elle a la jambe cassée, rien de plus. »« Tu as eu peur, hein ?» Victor ne répondit pas tout de suite. Puis il s'agenouilla devant elle, lui prit les mains. « Oui, j'ai eu très peur, parce que je crois que je tiens à elle plus que je ne l'admets. » Camille sourit doucement. « Moi aussi je tiens à elle. » Victor la serra dans ses bras. Ce geste, qu'il n'avait plus eu depuis des mois, fut maladroit mais sincère. Cette nuit-là, chacun dormit d'un sommeil agité. Solène, à l'hôpital, rêva d'un jardin en fleurs. Victor, dans sa chambre, se revit portant Solène dans ses bras. Et Camille, dans le silence de sa chambre, rêva de pique-nique et de chansons. Le destin avait lancé ses dés, et les prochains jours allèrent montrer ce que chacun était prêt à risquer pour ne plus rester figé dans le passé. Le retour de Solène à la maison se fit 3 jours après l'accident. Elle fut installée dans une chambre du rez-de-chaussée, réaménagée spécialement pour son confort. Victor avait personnellement veillé à chaque détail. Une lampe, de chevet douce, un fauteuil à bascule emprunté à la bibliothèque, quelques livres qu'il avait choisis lui-même. Il ne disait pas grand-chose, mais ses gestes parlaient pour lui. Camille, quant à elle, passait toutes ses fins de journée auprès de Solène, lui racontant ses lectures, lui chantant les chansons qu'elles avaient apprises ensemble, lui parlant d'un printemps à venir, rempli de promesses. Un matin, alors que Solène dormait encore, Camille parcourut la bibliothèque seule.
Elle aimait fouiller les étagères, tirer un livre au hasard et découvrir des mondes cachés. Ce jour-là, ses doigts se posèrent sur un vieux roman que sa mère lisait autrefois, un recueil de lettres fictives entre deux amants séparés par la guerre. Elle l'ouvrit et un papier s'en échappa, tombant à ses pieds. C'était une lettre, une véritable lettre, pliée avec soin, le papier, jauni par le temps. Sur l'enveloppe, l'écriture douce et familière de sa mère, « Pour Victor s'il m'arrive quelque chose ». Camille resta figée. Elle n'avait jamais vu ce mot. Elle le tint entre ses doigts, le cœur battant. Après un moment d'hésitation, elle le glissa dans la poche de son pantalon et roula jusqu'à sa chambre. Là, à l'abri des regards, elle ouvrit la lettre et commença à lire. « Mon amour, si tu lis ces mots, c'est que le pire est arrivé. Je n'ai pas la force d'imaginer ce que tu ressens, ni ce que notre petite Camille devra affronter. Mais je veux te dire une chose, une seule. Ne t'enferme pas. Tu as un cœur immense, même si tu le caches si bien. Ne laisse pas la douleur te transformer en pierre. Aime encore, ris encore. Offre à notre fille ce que nous avions rêvé. Pour elle, une maison pleine de vie, pas de souvenirs figés. Et si une autre femme entre dans ta vie un jour, ne la repousse pas. Ce ne sera pas une trahison, ce sera une continuité, la preuve que, malgré tout, nous avons vécu vrai. Je t'aime, pour toujours. Mais je ne veux pas que toujours signifie immobile. Claire. Camille lut la lettre 3 fois, les larmes silencieuses coulant sur ses joues. Puis, dans un geste résolu, elle se dirigea vers le bureau de son père. Victor, surpris, de la voir entrer sans prévenir, posa son stylo. « Tu es toute rouge. Que se passe-t-il » Elle avança en silence, sortit la lettre de sa poche et la posa devant lui. Il la reconnut immédiatement. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant, en lisant. En arrivant à la fin, il se recula dans son fauteuil, incapable de parler. Les mots de Claire résonnaient en lui comme une bénédiction et une gifle. Il pleura, pas discrètement, pas en silence. Il pleura comme un homme qui a contenu trop de choses trop longtemps. Camille se rapprocha et posa une main sur la sienne. « Elle te donne le droit, papa. » Il acquiesça, incapable de répondre. Le soir, Victor alla voir Solène. Elle lisait un roman policier, mais posa aussitôt le livre en le voyant. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. Camille a trouvé une lettre de Claire, une lettre écrite avant l'accident. Il s'assit à côté d'elle, les yeux encore rougis. Elle m'y parle de l'avenir. Elle dit que je dois aimer encore, que je ne dois pas me figer, et qu'un autre amour ne serait pas une trahison. Solène sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle ne répondit pas. Elle sentait que Victor avait besoin de vider ce qu'il gardait en lui. Je croyais que rester fidèle à sa mémoire, c'était ne jamais regarder une autre femme. Mais c'était me tromper. Rester figé, c'est l'oublier. Avancer, c'est la prolonger. Il se tourna vers Solène. Ce que je ressens pour vous, ce n'est pas une échappatoire. Ce n'est pas de la gratitude. C'est quelque chose de profond. Quelque chose que je ne pensais plus possible. Solène ferma les yeux une seconde, cherchant ses mots. Je ne veux pas être un pansement, Victor. Vous êtes bien plus que ça, vous êtes un choix. Le premier vrai que je fais depuis 3 ans. Un silence tendre les enveloppa. Il n'y eut pas de baiser, pas de geste théâtral, seulement cette vérité nue, offerte comme un aveu fragile. Solène tendit la main, Victor la prit, et ce simple contact fit plus que 1000 promesses. Camille, depuis le couloir, souriait en silence. Elle n'espionnait pas. Elle veillait, comme sa mère aurait voulu qu'elle le fasse. Ce soir-là, dans sa chambre, Victor relut la lettre une dernière fois. Puis il la rangea dans un cadre, posé sur sa table de nuit. Il n'oubliait rien, il n'effaçait rien, mais pour la première fois, il acceptait que la vie puisse continuer et qu'au bout du silence, il puisse y avoir un nouveau chant. Les jours suivants furent à la fois paisibles et étrangement suspendus. Victor, plus présent, accompagnait. Désormais Camille, dans ses lectures, lui posait des questions, riait même parfois de ses histoires inventées. Il ne fuyait plus la présence de Solène, mais il ne la recherchait pas non plus avec insistance. Une sorte de respect silencieux s'était installé entre eux, comme si tous deux marchaient sur une ligne invisible, prudents, conscients du vertige qu'un seul faux pas pourrait provoquer. Solène, bien que touchée par la confession de Victor, restait en retrait. Elle passait la plupart de son temps à lire, à écrire dans son carnet ou à dessiner des esquisses de son village natal. La jambe encore fragile, elle évitait de trop se déplacer.
Mais ce n'était pas la douleur physique qui l'empêchait de bouger, c'était la peur. Un après-midi pluvieux, alors que Camille était partie faire une visite médicale avec la gouvernante, Victor entra dans la pièce où Solène se reposait. Il avait dans la main une photographie de Claire, prise quelques mois avant l'accident. Elle riait, les cheveux au vent, tenant Camille dans ses bras. Il la tendit à Solène. « C'était elle », dit-il simplement. Solène prit la photo, l'observa longuement. Elle avait l'air douce et forte à la fois. Elle l'était. C'est elle qui me tenait debout. Un silence. Puis, d'un ton bas, Victor poursuivit. « Vous me rappelez quelque chose d'elle, pas son apparence, mais son courage, cette manière de ne jamais reculer, même devant ce qu'on ne comprend pas. » Solène reposa la photo sur la table. « J'ai l'impression qu'on est tous les deux en train de chercher quelque chose dans l'autre, quelque chose qu'on a perdu, et ça me fait peur. Moi aussi j'ai peur, mais j'ai compris que la peur ne devait pas décider à ma place. » Solène se redressa légèrement, les mains jointes sur ses genoux. « J'ai été amoureuse, une fois, Victor, vraiment amoureuse. Et quand j'ai perdu Julien, j'ai tout fermé en moi. Je ne me suis jamais autorisé à ressentir à nouveau. Je me suis mise à croire que toute tendresse cachait un piège. Ce que vous ressentez, c'est de la prudence, pas du refus. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Et si je me trompais? Et si ce que je crois être de l'amour n'était qu'une illusion née de la solitude, de la reconnaissance ?» Victor resta debout, les bras le long du corps. Il ne s'approcha pas. « Je ne vous demande pas une réponse, je vous demande de ne pas fuir la question. » Solène baissa la tête, profondément troublée. « Laissez-moi du temps, » murmura-t-elle. « Pas pour réfléchir, mais pour sentir, pour savoir si ce que je ressens peut tenir dans la durée. Je ne veux pas d'un amour de convalescence. » Victor acquiesça. « Je peux attendre. J'ai attendu 3 ans pour entendre à nouveau le rire de ma fille. Je peux attendre quelques jours de plus pour savoir si un nouveau chapitre est possible. » Il sortit sans bruit, la laissant seule avec ses pensées. Solène resta longtemps immobile. Puis elle prit son carnet, le posa devant elle, mais n'écrivit rien. Elle comprenait ce qu'elle ressentait. Elle savait que ce n'était pas un mirage, mais il lui fallait encore un pas de plus, un geste à elle, libre de toute pression. Camille rentra en fin de journée. Elle remarqua aussitôt que quelque chose avait changé. « Il s'est passé quoi pendant que j'étais partie ?» demanda-t-elle à Solène. « Ton père et moi, on s'est parlé, pour de vrai. Et je lui ai dit que j'avais besoin de temps. » Camille la fixa longuement. « Tu crois qu'il va se refermer ? » ?»« Non, je crois qu'il est prêt à rester ouvert, mais ça ne veut pas dire que je dois y entrer tout de suite. » Camille se contenta de hocher la tête. Elle comprenait mieux que quiconque les silences nécessaires. Dans la nuit, Victor marcha seul dans le jardin malgré le froid mordant. Il pensait à Claire, à ses mots, à la lettre. Il pensait à Solène, à ses peurs. Il pensait à Camille, qui avait grandi trop vite. Et il comprenait que l'amour, ce n'était pas une conquête. C'était une patience. Le lendemain matin, personne ne parla de la veille. Mais les regards échangés suffisaient. Une vérité silencieuse circulait désormais dans la maison. Quelque chose de fragile mais réel s'était noué et il fallait le laisser respirer. Le froid hivernal s'était installé pour de bon autour de la maison. La brume du matin ne se dissipait plus avant midi et les murs de pierre semblaient eux-mêmes frissonner sous les assauts du vent. À l'intérieur, pourtant, quelque chose s'était réchauffé. Le silence n'était plus pesant mais ponctué de voix basses, de pas discrets, de pages tournées et de rires étouffés. Camille, depuis quelques jours, observait plus qu'elle ne parlait. Elle scrutait les regards, les absences de mots, les gestes suspendus. Elle comprenait qu'un fil invisible reliait désormais Solène et son père, un fil que ni l'un ni l'autre n'osait encore tirer. Un après-midi, tandis que Victor était sorti pour une réunion exceptionnelle en ville, Camille roula jusqu'à la chambre de Solène. Elle entra sans frapper. La jeune femme lisait, comme souvent, un plaid sur les genoux, les lunettes glissées au bout du nez. « Tu veux me parler ?» demanda Solène sans détour, posant son livre. Camille hocha la tête, s'approcha et arrêta son fauteuil juste en face d'elle. « Je veux que tu restes. » Solène, prise au dépourvu, fronça les sourcils. « Je suis encore en convalescence. Je ne suis pas prête à reprendre le travail tout de suite, mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas comme employé. C'est comme toi. » Solène resta silencieuse, le souffle court. « Depuis que tu es ici, papa est vivant. Il parle.
Il rit parfois, il me regarde. Avant toi, il m'aimait, mais c'était comme à travers une vitre. Maintenant, il est là, il est revenu. Camille, je ne te dis pas ça pour te forcer. Je ne veux pas que tu restes si tu ne veux pas, mais je veux que tu saches que moi, je t'aime. Pas comme une amie ou une grande sœur. Je t'aime comme quelqu'un qu'on choisit, même quand on n'est pas obligé. Solène sentit ses yeux s'embuer. Elle se pencha en avant, posa sa main sur celle de Camille. « Tu sais que tu es la personne la plus sage que je connaisse. Je ne suis pas sage. J'ai juste eu le temps de penser à beaucoup de choses, toute seule. » Un silence tendre s'installa entre elles. « Est-ce que tu as peur ?» demanda Camille. « Oui, parce que j'ai déjà aimé et que ça m'a brisé. Et parce que je ne sais pas si ton père et moi vivons dans le même monde. Peut-être que ce n'est pas le même monde, mais c'est le même jardin. » Solène sourit, émue. Camille tapota sa main. « Et même si vous ne devenez rien de ce que j'imagine, tu es déjà quelque chose. Tu es celle qui m'a redonné une amie, une voix, un peu de musique. Tu as remis des couleurs dans cette maison. Rien que pour ça, tu fais partie de nous. » Solène, incapable de répondre, se contenta de serrer la main de Camille. Ce moment, plus que tout discours, l'ancra dans une évidence. Elle n'était pas un accident, pas une distraction passagère. Elle avait pris racine. Le soir venu, Victor rentra, le visage marqué par la fatigue. Il trouva Camille dans la bibliothèque, penchée sur un puzzle qu'elles avaient commencé à trois. Elle leva les yeux vers lui. « Elle va rester. » Victor s'arrêta net. « Comment ça ?» Je lui ai dit ce que je ressentais, ce que je vois en toi quand elle est là. Et je crois qu'elle a compris. Elle n'a pas dit oui, mais elle ne m'a pas dit non. Et ça veut dire qu'elle est encore là, pas parce qu'elle n'a nulle part où aller, mais parce qu'elle pense qu'il y a quelque chose à construire ici. Victor s'agenouilla à côté d'elle. « Tu crois que je suis prêt à construire de nouveau? Tu l'es déjà. Tu ne l'as pas vu, mais tu as commencé. Chaque fois que tu ris avec moi, chaque fois que tu ouvres une fenêtre, chaque fois que tu lui parles. » Il la regarda longuement, les yeux brillants. « J'ai l'impression que c'est toi qui es devenu l'adulte ici. Peut-être. Mais toi, tu redeviens vivant. Et ça me suffit. » Ce soir-là, Victor se rendit dans la chambre de Solène. Il frappa doucement. Elle l'invita à entrer, le regard calme. « Camille m'a parlé, dit-il. À moi aussi. Je ne suis pas venu te convaincre. Je veux juste que tu saches que je suis là. Pas comme un homme blessé qui cherche un refuge, mais comme quelqu'un qui t'a vu, vraiment, et qui sait ce que ça veut dire de vouloir recommencer. » Solène ferma les yeux une seconde. « Je ne peux pas te promettre une réponse maintenant, mais je peux te promettre que je ne pars pas, et que ce que je ressens est réel, même si ça me fait peur. Alors on peut marcher ensemble, même si c'est lent, même si c'est maladroit. » Elle sourit, puis tendit la main, il la prit. Dans la pièce voisine, Camille, éveillée, écoutait. Elle n'entendait pas les mots, mais elle sentait. Et ce qu'elle sentait, c'était que quelque chose enfin prenait racine. Pas dans la douleur, pas dans le manque, mais dans la lumière lente d'un renouveau. Le mois de janvier s'étirait avec lenteur, apportant chaque matin une lumière plus claire, comme une promesse silencieuse que l'hiver finirait par céder. À la demeure Arnaud, les journées suivaient un rythme calme et presque apaisant. Camille reprenait peu à peu une routine faite de lecture, d'exercices doux, de longues discussions avec Solène. Victor, plus détendu, s'autorisait de petits moments de rien. Regarder la pluie depuis la verrière, écouter un disque entier sans interruption, cuisiner un plat simple avec sa fille. Mais Solène, malgré les apparences, vivait une tempête intérieure. Depuis la conversation avec Camille et les aveux sincères de Victor, elle sentait en elle une tension constante. Ce n'était ni du rejet ni de l'hésitation. C'était autre chose, plus profond, le besoin de savoir si elle était capable d'accepter ce que la vie lui offrait sans fuir à la première secousse. Elle passa plusieurs jours à écrire dans son carnet. Elle y nota ses peurs, ses souvenirs, ses attentes. Elle y parla de Julien, son frère, de Claire, qu'elle n'avait jamais connu, mais à qui elle se sentait liée, de Camille, cette enfant lumineuse qui avait su l'aimer sans condition, et de Victor, cet homme brisé qui tentait chaque jour de reconstruire une dignité intérieure sans imposer sa douleur aux autres. Un matin, Solène demanda à Camille de l'aider à aller jusqu'au jardin. Il faisait froid, mais le ciel était d'un bleu éclatant. Victor, qui travaillait dans le bureau, vit les deux silhouettes depuis la fenêtre,
L'enfant en fauteuil, la femme appuyée sur une canne. Lentement, elles avancèrent jusqu'au vieux banc près du cerisier. « Je voulais venir ici une dernière fois comme invité, » dit Solène. Camille la regarda sans comprendre. « Tu veux dire que tu vas partir ?»« Non, justement, je veux rester. Mais pas comme celle qu'on tolère. Je veux rester parce que j'ai décidé. Et avant de le dire à ton père, je voulais te le dire. À toi. » Camille ne répondit pas tout de suite. Puis elle se pencha vers elle, l'étreignit du mieux qu'elle put. « Tu fais partie de nous, Solène, depuis longtemps, même si tu ne le disais pas encore. » Solène sourit, émue. Puis elle sortit de sa poche un petit paquet carré, soigneusement emballé dans du papier brun. Elle le tendit à Camille. « Tu peux l'ouvrir avec lui. » Quand elles revinrent à l'intérieur, Camille demanda à voir son père. Il arriva, étonné par l'agitation inhabituelle. « Papa, Solène a quelque chose pour nous. » Victor la regarda, intrigué. Solène hocha lentement la tête, puis fit signe à Camille de lui tendre le paquet. Il défit lentement le papier. À l'intérieur, une photo encadrée. Une photo 2-3. Camille au centre, souriante. Victor à sa gauche. Le regard attendri, Solène à sa droite. La main posée sur l'accoudoir du fauteuil. Ils riaient tous les trois. La photo avait été prise un jour d'automne, sans qu'ils s'en souviennent, probablement par la gouvernante, ou par Solène elle-même à l'aide d'un retardateur. Victor resta figé, les yeux posés sur cette image. Il n'y avait rien d'artificiel, rien de forcé. C'était une scène de vie, simple, belle. « Je veux rester, » dit Solène, « mais pas comme une ombre, pas comme une présence silencieuse. Je veux rester si tu acceptes qu'on construise quelque chose, lentement, avec vérité, avec attention. Je ne veux pas d'un rôle. Je ne veux pas combler un vide. Je veux être là parce que je le choisis et parce que j'ai envie. » Victor ne dit rien. Il posa la photo sur le buffet, s'approcha d'elle, puis prit ses deux mains dans les siennes. « Alors reste, pas comme un refuge, mais comme une fondation. » Ils restèrent là un moment, main dans la main, le regard ancré dans celui de l'autre. Camille, depuis son fauteuil, les observait en silence. Elle savait que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était pas une promesse, c'était un pacte, un début. Le soir, un dîner modeste fut préparé. Camille choisit la nappe, Victor ouvrit une bouteille oubliée dans la cave et Solène installa des bougies dans le salon. Il n'y eut pas de discours, pas de grandes paroles, mais chaque geste, chaque sourire, chaque regard témoignait d'une paix retrouvée. Après le repas, Camille demanda « Et maintenant ?» Victor lui répondit sans hésiter « Maintenant, on vit. » Solène hocha la tête. Et dans ce silence partagé, tous trois comprirent que la lente reconstruction d'une famille n'avait besoin que d'une seule chose, la volonté d'y croire, même un jour d'hiver. Le printemps arriva plus tôt que prévu cette année-là. Les premiers bourgeons éclorent aux branches des cerisiers, et un parfum léger d'herbes fraîchement coupées s'installa dans l'air. La demeure Arnaud, autrefois figée dans une torpeur froide, semblait respirer à nouveau. Chaque matin, les volets s'ouvraient sans attendre. La lumière entrait sans frapper, et les rires, discrets mais présents, traversèrent les couloirs, comme des éclats d'un passé qu'on n'essaierait plus de fuir. Camille avait intégré une école inclusive dans la petite ville voisine. Elle y allait 3 fois par semaine, accompagnée parfois par Victor, parfois par Solène, souvent par tous les deux. Elle parlait davantage, posait des questions, racontait ses journées à table. Son fauteuil faisait encore partie de sa vie, mais il ne la définissait plus. Elle s'y déplaçait comme d'autres courent, avec grâce, avec assurance. Solène, elle, avait repris une activité douce à son rythme. Elle avait accepté un poste à mi-temps à la bibliothèque municipale. Là, elle triait les livres, guidait les lecteurs, animait parfois des ateliers de lecture pour enfants. Elle rentrait, chaque soir avec l'odeur des pages anciennes dans les cheveux et un carnet rempli de titres à partager avec Camille. Victor, quant à lui, avait changé, lentement, profondément. Il avait quitté plusieurs postes de direction dans ses entreprises, gardant uniquement un rôle consultatif. Il passait désormais ses journées entre la maison, les jardins, la lecture et de plus en plus souvent la cuisine. Il s'était mis à préparer des plats simples, découvrant dans cet acte un plaisir inattendu. Nourrir les autres, veiller à leur bien-être. C'était nouveau pour lui et précieux. Un samedi de mai, ils organisèrent un pique-nique dans le jardin, comme Camille l'avait rêvé plusieurs mois plus tôt.
Une nappe rouge et blanche fut étendue sous le vieux cerisier. Des sandwichs, des fruits, une tarte aux pommes. Recette de Claire, transmise par Élodie malgré les tensions passées. Tous trois s'installèrent au soleil. Camille lisait à voix haute un passage d'un roman choisi par Solène. Victor l'écoutait, allongé sur l'herbe, les bras croisés derrière, la tête, les yeux fermés. Solène tressait distraitement des brins d'herbe. À un moment, Camille s'arrêta de lire. « J'aimerais qu'on prenne une photo, dit-elle, comme celle que tu avais encadrée, Solène. Mais aujourd'hui, avec nous. » Victor sourit. Il se leva, alla chercher un trépied et un appareil. Il le plaça, régla le minuteur, puis revint s'asseoir entre elles deux. Le clic se fit entendre, discret. Ils rirent en même temps, pris dans ce petit moment suspendu. La photo fut capturée. Mais plus encore, ce fut l'instant lui-même qui resta gravé. Une famille, non pas définie par le sang, mais par les choix, par la tendresse, par la reconstruction. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil commençait à décliner, Victor et Solène s'assirent sur les marches de la véranda. Camille, à l'intérieur, terminait un dessin qu'elle voulait accrocher dans la cuisine. « Tu te souviens, dit Victor, que j'ai failli vendre cette maison ?» Solène tourna la tête vers lui, surprise. « Quand ?»« 1 an après l'accident. Je n'en pouvais plus de ces murs, de ces couloirs. Tout y parlait d'elle, et du vide. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?»« Camille, elle m'a dit que si on partait, on allait perdre maman une deuxième fois. Et j'ai compris qu'elle avait raison. Il ne fallait pas fuir, il fallait redonner du sens à cet endroit. » Il marqua une pause. « C'est toi qui l'as fait, pas moi. » Solène hocha lentement la tête. « Non, Victor, je n'ai rien redonné. J'ai juste refusé de vivre dans un endroit où tout était figé. Tu m'as permis d'ouvrir les fenêtres. » Et Camille a rallumé la lumière. Ils restèrent un long moment sans parler. Puis Victor prit doucement sa main. Elle ne la retira pas. Dans la cuisine, Camille accrocha son dessin. 3 personnages sous un arbre en fleurs, avec un soleil immense au-dessus, le même que celui d'avant. Mais cette fois, les traits étaient plus nets, les couleurs plus vives, et dans un coin, elle avait écrit en lettres rondes « Ici, c'est chez nous ». Il n'y eut jamais de grande déclaration dans cette famille, recomposée par la tendresse. Il n'y eut pas de demande officielle, de cérémonie, de promesses hâtives, seulement la lente construction d'un lien solide, fait de silence partagé, de gestes simples, de patience. Et lorsque les visiteurs passèrent devant la maison, ils entendirent parfois de la musique ou des voix qui lisaient à haute voix. Ils voyaient un fauteuil roulant laissé sous le cerisier, des livres ouverts sur les marches, une nappe oubliée sur l'herbe. Ils voyaient une maison habitée, vraiment habitée, et c'était tout ce qui comptait.